il faut savoir qu'il y a des conditions qui sont différentes entre ces deux études. Justement, l'étude sur l'esturgeon sibérien, ça a été fait, je ne sais plus si c'est à Grenoble ou à Chambéry, mais voilà, un peu plus au nord que là où l'étude sur la cistude d'Europe avec la tour du Vala a été faite. Et aussi, ce n'était pas la même saison parce qu'on était en automne pour l'esturgeon et pour la cistude d'Europe, on était en août. Donc du coup, c'est là où les températures sont les plus élevées, c'est là où les rayons UV sont les plus forts également. Et effectivement, donc là, je ne sais plus qui parlait de température ou d'ensoleillement, mais c'est effectivement des facteurs qui vont beaucoup influencer la dégradation de l'ADN. Donc forcément, ça va jouer, les enzymes, les micro-organismes aussi vont jouer forcément. Donc là, c'est pour avoir une idée en gros du temps que peut rester l'ADN dans l'eau, mais bien sûr, ça peut varier d'une manip à l'autre forcément. Et au niveau pour le test du volume d'eau dans lequel était la... Alors pour la cistude, c'était un petit bac, alors il devait faire on va dire 2 mètres par 2 mètres sur 2 mètres aussi, je dirais, on va dire un carré. Sur l'esturgeon sibérien, c'est une marque qui fait, dans mes souvenirs, 12 mètres carrés et la profondeur, ça doit être à peu près 50 cm. Donc voilà, là aussi, ce que cette diapo elle montre, c'est que du coup, il y a une importance quand on veut faire des inventaires par l'ADN environnemental, à vraiment bien cibler la période où on va faire l'échantillonnage. Parce que du coup, il faut faire l'échantillonnage au moment où les espèces elles sont actives, où elles vont être dans leur environnement, où elles vont être dans le milieu aquatique. Parce que sinon, forcément, si elles y ont été 2 mois plus tôt et qu'il n'y a plus aucune activité dans la mare, il n'y aura pas d'ADN du coup dans cette mare-là au moment où vous ferez les prélèvements. Donc ça, c'est super important. Et ce que ça montre aussi, c'est que là, bon, les différences entre esturgeon, cistude, il y a les différences de conditions de manip, hein, forcément, mais on s'est aperçu aussi que la détection, elle allait être différente pour une espèce de poisson ou une espèce de tortue, par exemple. On s'aperçoit que la détection, elle est quand même très bonne pour ce qui est amphibien poisson. Elle est un peu moins bonne en ce qui concerne tout ce qui est écrevisse ou tortue. Et justement, c'est ce qui nous a amené, là je vais vous parler du protocole d'échantillonnage aussi tout à l'heure, le fait de voir que la détection était un peu moins bonne sur la cistude et il y avait des tests qui avaient été faits sur l'écrevisse. Ça nous a amené aussi à repenser méthode d'échantillonnage et essayer de prélever plus d'eau, du coup pour avoir plus d'ADN, etc. Donc du coup, pour passer sur l'approche spécifique ou barcoding ADNE, donc vous retrouvez les 2 mots, donc là, je vais vous présenter un exemple qui a été fait sur le triton crété. Donc le triton crété, les différentes étapes, déjà comment ça va se passer, donc il y a besoin de faire le prélèvement au départ, donc le prélèvement avec un protocole spécifique bien entendu. Une fois que le prélèvement d'eau il est fait, on arrive en laboratoire, on va faire l'extraction d'ADN. Voilà, d'après ce que j'ai compris, maintenant vous connaissez tout aux extractions d'ADN, amplification, etc. On cherche à savoir si cette espèce est présente dans la mare. C'est ça. Là, c'est vraiment uniquement ciblé sur cette espèce-là. Mais la question est de savoir si elle est présente dans la mare. Oui. Oui, oui. Du coup, là, c'est vraiment, on a un site donné, on va avoir du coup un kit d'échantillonnage lié à ce site-là, on va faire l'échantillonnage, ensuite ça revient au labo et on fait l'étude sur cet échantillon. Et du coup, sur cet échantillon qu'on va avoir, on va faire l'extraction d'ADN. On va faire ensuite l'amplification. Alors l'amplification, elle va être faite par QPSCR avec un couple d'amorces qui est spécifique à l'espèce recherchée. Donc étant donné qu'on cherche à détecter si le triton crété est présent ou pas, on va prendre un couple d'amorces qui est spécifique au triton crété. C'est-à-dire que c'est seulement s'il y a de l'ADN de cette espèce-là dans l'échantillon qu'il va y avoir amplification de l'ADN. Si c'est du triton marbré, il n'y aura pas d'amplification qu'il y a dans l'ADN. Du coup, l'échantillonnage de la mare, je vais vous la montrer juste après, un petit peu plus loin. Et juste pour finir sur les... Ah, vous avez raison, hein, je parle d'échantillonnage, j'aurais dû le mettre dès le début. Mais c'est expliqué juste après, un petit peu plus loin. Donc à la fin de cette amplification, cette étape d'amplification, on va vraiment avoir la réponse directement de la présence ou de l'absence de l'espèce cible. Donc pour la réponse, donc ça c'est ce que vous avez vu, ce qui a été présenté d'ailleurs aussi lors de l'intervention précédente, c'est-à-dire qu'on va avoir en gros nous un graphique où il y a de la fluorescence en fonction du nombre de cycles. Et clairement, si notre échantillon, s'il y a l'ADN du triton crété dans l'échantillon, en fait, le couple d'amorces, il va bien s'accrocher sur cet ADN de triton crété qu'il a trouvé. Et du coup, il va y avoir amplification de cet ADN. Donc, on va avoir une jolie courbe
d'amplification. Donc là, ça montre en gros qu'il y a un positif. Si par contre on a une courbe, c'est la courbe verte là qui est toute plate et qui reste tout en bas, là clairement c'est que les couples d'amorce, ils n'ont pas trouvé l'ADN de Triton crété, du coup il n'y a pas eu amplification. Et du coup, de la même façon que pour la présentation précédente, de façon à savoir s'il n'y a pas de soucis justement lors de la PCR, de la qPCR. Ce qui est important aussi, qui n'est pas noté là, c'est qu'il y a des standards, ce qu'on appelle des standards qui sont amplifiés en même temps. Des standards, c'est qu'on a des tissus de Triton crété qui vont être amplifiés sur chaque plaque en fait, qui va passer en amplification, de façon à être sûr que si on n'a aucun ADN qui est amplifié à la fin de la qPCR, est-ce que c'est pas tout simplement qu'il y a eu un problème avec la qPCR? Et du coup, dès que ces standards, en fait, on a 8 réplicas de ces standards-là à des concentrations différentes qui nous montrent voilà, si tout s'est bien passé lors de l'amplification. Donc là, clairement, si on a un résultat comme ça où il n'y a qu'un standard, disons qu'il n'y a qu'un standard qui apparaît sur nos 8, c'est clairement qu'il y a eu un souci et du coup, on va refaire la qPCR pour savoir s'il n'y a pas eu un souci quelque part. Donc par rapport au projet en lui-même, donc là c'est ce projet-là, il y a eu une publication qui a été faite dessus. Donc c'est une publication qui a été faite avec nos partenaires anglais. Donc vous avez tous les petits noms là-bas avec les logos. Donc c'est avec une association et le gouvernement anglais qu'on a travaillé dans ce cas-là. Et eux, le but c'était de voir est-ce qu'il y avait une méthode qui pouvait mieux fonctionner en gros que les méthodes qu'ils utilisent actuellement pour le Triton crété. En sachant que le Triton crété en Angleterre, c'est une très grosse problématique, il y a des gros enjeux de conservation, donc il y avait vraiment un réel enjeu pour eux. Et du coup, les tests qui ont été faits, c'est de prendre 35 sites différents, où ils savaient que le Triton crété était présent à la base, et de tester les différentes méthodes qui étaient à leur disposition. Donc il y a 3 méthodes d'inventaire classiques, donc le décompte à la torche, la capture par des pièges-bouteilles et la recherche visuelle des œufs. Et la 4e méthode qu'ils ont utilisée, c'est justement de tester l'ADN environnemental. Donc déjà, par rapport aux résultats qu'il y a eu pour ces 3 premières méthodes, donc c'est 35 mares, chose que je n'ai pas précisée, parce que là, vous avez sur chacun des graphiques, du coup, le nombre de mares sur lesquelles le Triton crété a été détecté, a été observé, là, dans le cadre des inventaires classiques. Et en abscisse, vous avez le nombre de passages, parce que le but, c'est de voir aussi si chaque méthode est répétable. Donc du coup, il y a eu 4 passages systématiquement sur chacune des mares, de façon à voir, avec telle méthode, est-ce que du coup on peut voir le Triton crété sur chacun des passages, ou est-ce que ça va être seulement sur 1 sur 4 par exemple. Donc voilà. Donc du coup, les résultats de tout ça, c'est que avec le décompte à la torche, on avait une détectabilité du coup du Triton crété en comptant tous les passages, hein, du coup ça fait 35 x 4, de 76%, avec la capture par des pièges-bouteilles 75%, et avec la recherche visuelle des œufs 44%. Et du coup, en parallèle de ce qui a été fait là, il y avait les échantillonnages ADNE qui ont été faits. Donc un échantillonnage ADNE, comment ça se passe? Donc en fait, vous allez avoir une mare. Donc la mare, donc là un exemple de mare assez simple, où vous allez devoir faire 20 prélèvements autour de cette mare-là. En fait, vous avez un kit d'échantillonnage. Donc là aussi, ce qui est un peu compliqué, on va dire, c'est que le kit d'échantillonnage, depuis, il a changé. Donc là, je vous montre celui qui a été utilisé lors de la publication, et je vous expliquerai un peu plus loin dans la présentation pourquoi ça a été modifié, justement. Enfin, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Donc vraiment le protocole qui a été utilisé, la base ça reste toujours la même, c'est que dans tous les cas, on a notre mare, notre Triton crété s'il est présent sur la mare, il est peut-être présent à cet endroit-là, ou à cet endroit-là, ou juste à cet endroit-là. L'ADN du coup il va être présent là où l'espèce elle est présente. Et du coup il va falloir vraiment cibler nous-mêmes les différents habitats où le Triton crété il peut être présent. Donc du coup on va faire 20 prélèvements tout autour de la mare. Donc on a une petite louche qui ressemble à ça. Et on va arriver sur la mare, on va touiller en fait la colonne d'eau de façon à ce que ça soit homogène au niveau du prélèvement qu'on va faire. On vide une première fois notre louche, on prend l'eau qui a été homogénéisée et puis on la met dans notre petit sachet qui va nous permettre de faire tout le tour de la mare. On fait ça 20 fois. En sachant qu'à chaque fois du coup, qu'on fait notre prélèvement avec la louche, on est d'accord que c'est des habitats qui sont ciblés. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a un habitat qui ne correspond pas du tout à celui du Triton crété, on ne va pas s'amuser à prélever de l'eau dedans parce que ce n'est pas optimal. Du coup, ça va juste diluer l'ADN qui pourrait être à un autre endroit. Donc c'est des 20 habitats, 20 prélèvements en gros qui sont ciblés en fonction de l'habitat de l'espèce.
Une fois que ces 20 prélèvements ils sont faits, donc là c'est une petite louche de 40 ml, donc du coup ça fait 800 ml en tout qui sont collectés. Donc dans un petit sachet, et ensuite on va faire un sous-échantillonnage de ce qui a été prélevé, de façon à remplir 6 tubes que vous voyez là. Ces tubes-là, à l'intérieur, il y a de l'éthanol qui va permettre de fixer l'ADN et du coup de le conserver jusqu'à son analyse. Et donc du coup c'est rempli déjà de 30 ml, chaque tube, c'est des tubes de 50 ml, est déjà rempli de 30 ml d'éthanol, et donc il faut remplir en gros chacun de ces 6 tubes avec les prélèvements d'eau sous échantillonnage de ce qu'on a dans notre sachet. Donc du coup au final ça ne fait pas beaucoup d'eau qui est prélevée, c'est-à-dire qu'on va mettre dans nos tubes 15 ml fois 6 tubes. Donc là c'est la technique vraiment qui a été employée pour cette étude-là. L'alcool est dedans directement? Oui, en fait, Oui, c'est l'alcool pur. Est-ce que L'éthanol vous avez choisi absolu. une période type période de reproduction? Ouais. En fait, les prélèvements pour le triton crété sont systématiquement faits entre fin avril et fin juin. Donc pour cibler la meilleure période d'échantillonnage. Alors là, c'est la première méthode qui a été faite. Et justement, on est passé ensuite à la méthode de filtration. Et parce que, là je ne saurais pas vous dire pourquoi cette méthode-là a été choisie en premier, mais dans tous les cas, comme on avait vu que c'était limitant par rapport à certaines espèces qui relâchaient peut-être potentiellement moins d'ADN, et aussi clairement l'éthanol c'est très contraignant, notamment quand on travaille à l'étranger. Et du coup, il y a le protocole d'échantillonnage qui a été repensé et on est passé à la filtration effectivement. Ça j'en reparlerai un peu plus tard. Voilà, donc les résultats du coup par l'ADNE, donc on est d'accord que les prélèvements ont été faits en même temps que les différentes sessions, de façon à ce que ça soit vraiment comparable. Et du coup, on avait une détectabilité de 99,3%. Donc en fait, il y a sur un site, lors d'un passage, où le triton crété, il était présent, mais il n'a pas été détecté là, par la méthode. Donc du coup, là clairement les Anglais, ça leur a bien plu ce système-là, parce que du coup ça voulait dire qu'en faisant un prélèvement d'ADN, ça leur permettait déjà d'avoir une information, savoir si le site, il y a le triton crété ou pas. Parce que eux, ce qu'ils font systématiquement, c'est ils vont faire plusieurs passages sur leur site, déjà pour estimer la taille des populations, mais aussi pour savoir effectivement s'il y a présence ou pas de l'espèce. Là, avec l'ADN, on va être uniquement en termes de présence-absence, mais au moins ça permet d'éviter de passer plusieurs fois sur la mare si ils n'arrivent pas à contacter un individu. Et ça peut être une première réponse justement pour dire, voilà, telle mare, il faut faire des inventaires classiques dessus pour aller estimer la taille si nécessaire, parce que voilà, le triton crété, il est dessus. Donc du coup, c'est beaucoup utilisé à l'heure actuelle, l'ADN environnemental, pour le triton crété en Angleterre. Et il y a aussi des projets de conservation qui sont faits. Donc dans le même article d'ailleurs que je vous ai cité, en fait là il y a la partie avec les 35 mares, il y a aussi une partie qui a été faite avec des volontaires, parce qu'en fait ils font des sciences participatives, et où c'est les volontaires qui avaient fait les prélèvements, donc je crois que c'était sur un peu plus de 200 mares. Le pourcentage de détectabilité était un peu plus faible, on était autour de 90% justement avec l'ADN environnemental, ce qui montre aussi qu'il y a un petit décalage donc, entre les prélèvements faits par des bénévoles ou des prélèvements faits par des écologues, et ce qui est normal parce que les bénévoles, ils ne vont pas forcément savoir où faire les prélèvements, s'ils ne connaissent pas bien l'écologie de l'espèce, voilà, les prélèvements ils seront faits un peu au hasard et du coup la détectabilité sera un peu moindre. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir un protocole qui est relativement simple et qui peut être appliqué par tout le monde, forcément, ça a plu. Et du coup, là, il y a un programme PondNet qui est fait, encore une fois, donc avec cette même association et le gouvernement anglais, en Angleterre, où il y a du coup 300 marques qui ont été analysées pour le triton crété en 2015 et 500 marques qui ont été analysées cette année. Donc du coup, c'est vraiment mis en application en Angleterre. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? Oui, quand on fait une démarche comme ça, on dérange les gens, on fait des analyses, etc., est-ce que c'est pas intéressant économiquement de rechercher plusieurs espèces plutôt qu'une seule? Eux, en fait, ils voulaient rechercher uniquement le triton crété, en sachant que, alors à l'époque, peut-être que c'était pas non plus très développé l'approche multispécifique, mais même à l'heure actuelle, eux, ça les intéresse pas en fait. Enfin, ils peuvent avoir un intérêt sur plusieurs espèces justement qui à conserver, qui sont pas forcément du même groupe taxonomique, donc du coup c'est un peu compliqué pour faire une approche multispécifique si c'est pas du même groupe, pour construire les marqueurs, que ça soit résolutif, etc. Et là, vraiment pour les Anglais, c'est triton crété à fond. Donc,
Mais après, ça dépend, je pense que ça dépend aussi du type d'étude. Là, dans un programme de conservation où le triton crété, c'est l'espèce emblématique, effectivement, ça semble être une réponse du coup adaptée. Après, pour des études d'impact, par exemple, où là, il faut avoir des inventaires plus exhaustifs, forcément, c'est plus l'approche multispécifique qui sera privilégiée plutôt que l'approche spécifique. Donc justement, par rapport à l'approche multispécifique, donc là on est d'accord, on va regarder toutes les espèces d'un groupe taxonomique donné, c'est-à-dire j'ai toujours mon exemple de la mare. Sur ma mare, je veux savoir quelles espèces d'amphibiens sont présentes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'échantillonnage, ça reste exactement le même, pas de différence avec l'approche spécifique. Enfin, la seule différence, c'est que du coup, les 20 prélèvements qui sont faits autour de la mare, ils vont être ciblés en fonction de toutes les espèces qu'on recherche, et pas forcément en fonction de la biologie d'une. Mais le protocole d'échantillonnage reste le même. L'extraction de l'ADN reste la même également. Ce qui va changer, c'est au niveau de l'amplification. Donc effectivement, l'amplification, là on va utiliser, dans le cas de l'exemple sur les amphibiens, on va utiliser un couple d'amorces qui est universel pour les amphibiens. C'est-à-dire que toutes les espèces d'amphibiens peuvent être amplifiées avec ce couple d'amorces-là. Donc aussi bien le triton crété que le triton marbré, que les grenouilles vertes, enfin toutes les espèces en gros d'amphibiens. Alors là, pareil, la publication que je vais vous montrer, l'exemple que je vais vous montrer, ça a été fait, c'est des prélèvements qui ont été faits en 2012-2013, donc c'était le même protocole que celui que je vous ai montré pour la publication du triton crété. En sachant que maintenant, nous, on travaille avec une autre méthode d'échantillonnage qui est légèrement différente, qui reste basée sur les mêmes 20 prélèvements de départ, mais après c'est de la filtration effectivement plutôt que mise en tube dans de l'éthanol. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après. Donc une fois que l'amplification pour les amphibiens a été faite, le problème c'est qu'on peut savoir, donc on a beau savoir qu'il y a de l'ADN amplifié, c'est très bien, mais on a besoin surtout de savoir quelles espèces ont été amplifiées. Du coup, il va y avoir des étapes supplémentaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir une étape de séquençage nouvelle génération. Donc le séquençage, pareil, vous avez dû le voir aussi, ça va permettre de lire du coup toutes les séquences d'ADN qui ont été amplifiées. Et toutes ces séquences-là, nous ensuite, on va faire la bioinformatique dessus, de façon à comparer les séquences qu'on a dans un échantillon avec les séquences que l'on a dans notre base de référence. Donc là, on en parlait ce midi, du coup il y a des bases de référence déjà qui ont été un petit peu abordées. Les bases de référence internationales à l'heure actuelle c'est GenBank et ce sont des bases de référence publiques qui ne sont pas forcément tout le temps complètes, notamment pour des espèces françaises par exemple. Et aussi la fiabilité n'est pas à 100% parce que en gros tout le monde peut rentrer des données sur cette base de référence là sans qu'elle soit spécialement vérifiée. Et c'est pour ça qu'il y a des bases de référence qui ont été construites en interne, enfin avec l'aide de plein de partenaires. Pour les amphibiens, par exemple, on a beaucoup travaillé avec le CEF, que vous devez connaître vu que c'est pas forcément très loin d'ici. Et du coup, il y a une base de référence qui a été faite pour les amphibiens français. Donc, c'est-à-dire où on a pour chaque espèce la séquence d'ADN qui lui correspond. Et ce qui est important aussi dans les bases de référence, c'est qu'il peut y avoir la variabilité génétique au sein d'une espèce. Donc il y a systématiquement plusieurs individus par espèce qui sont prélevés, pour lesquels l'ADN est amplifié et ensuite séquencé, afin de voir justement s'il y a variation ou pas génétique au sein de cette population-là, au sein de cette espèce-là, pardon. Et du coup, donc les séquences qu'on a, nous, à la fin du séquençage, on les compare aux bases de données de référence. Donc là, dans le cas des amphibiens, à la base de données de référence amphibiens. Et ça nous permet d'avoir, pour chaque échantillon, une liste d'espèces, du coup, qui est présente dans l'échantillon. Avec en plus, puisqu'on a des informations sur les séquences, du coup, d'ADN, le nombre de séquences qu'on a, et on les rapporte sous forme de proportion de séquences par espèce et par échantillon. Dans l'exemple que je vous présente là, c'est une étude comparative qui a été faite donc, sur la diversité en amphibiens sur 39 sites. Donc c'est une étude qui a été faite en collaboration avec l'ONEMA, l'ECA, donc l'ECA c'est le laboratoire d'écologie alpine de Grenoble, et le CEF de Montpellier. Je suis désolée, hein, les logos ils ressortent pas forcément très bien.
Et du coup, dans cette étude-là, c'est toujours les étapes de validation en fait, des méthodes. Donc forcément, il y a comparaison entre inventaire classique et inventaire ADNE. Là, l'inventaire classique, ce qui a été fait, c'est un passage diurne et un passage nocturne sur chacune des 39 mares qui a été étudiée. Et pour les inventaires ADNE, c'était un passage du coup en parallèle ou alors à quelques jours d'intervalle de ces inventaires classiques-là avec la même méthode que je vous ai donnée tout à l'heure pour le triton crété. Donc du coup, on a ces résultats-là. Donc là, vous avez le nombre d'espèces qui est, donc toutes les espèces qui ont pu être retrouvées, qui sont présentes en ordonnée, avec pour chaque espèce donc le nombre de sites sur lesquels on les trouve en bleu pour les inventaires classiques, en vert pour les inventaires ADNE. Et vous avez en abscisse la probabilité de détection de chaque espèce. Donc là, on a un pourcentage de détectabilité qui est à 58% pour les inventaires classiques contre 97% pour l'inventaire ADNE. Du coup, là, ce qu'il faut bien remettre à plat, c'est qu'effectivement, normalement, les protocoles pour les amphibiens, c'est plusieurs passages qui sont faits à différentes saisons. Là, clairement, il n'y a eu qu'un passage de fait. Avec les modèles qui ont été mis en place, modèle STAT, pour savoir justement combien de passages il aurait fallu faire pour atteindre le même pourcentage, la même probabilité de détection que pour l'ADNE métabarcoding. En gros, il aurait fallu 4 passages par inventaire classique pour avoir le même résultat qu'un passage par métabarcoding ADNE dans ce cas-là. La précision qu'il faut apporter aussi, c'est que là, pour l'approche multispécifique, l'approche métabarcoding, pour avoir toutes les espèces d'amphibiens, il faut savoir quand aller justement faire le prélèvement sur son site, parce qu'on va avoir des espèces qui sont précoces, des espèces qui sont tardives. Si on fait le prélèvement trop tôt, les espèces tardives, elles ne seront pas arrivées, du coup on n'aura pas l'ADN des espèces, on va les louper. Pareil, si on fait le prélèvement trop tard, les espèces précoces, elles seront peut-être parties des sites, même les juvéniles ne seront plus là, et du coup on n'aura pas d'ADN, on ne pourra pas le détecter, on n'aura pas les espèces. Donc, d'où l'importance de bien connaître ces sites et de bien connaître aussi ces espèces pour savoir quand faire le prélèvement au bon moment, pour arriver à les avoir. Donc là, c'est Claude Miot qui avait, c'est en partie Claude Miot du CEF qui avait fait les inventaires, que ce soit inventaire classique ou métabarcoding. Donc clairement, en tant que spécialiste amphibien, il connaissait super bien ces mares, il connaissait super bien ces espèces. Donc forcément, ça aide. Donc du coup, voilà, le message qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est important d'être bien écologue et de bien connaître tout simplement l'écologie de ces espèces pour aller faire son échantillonnage. Et le dernier point, donc ils sont basés aussi dans l'article sur des données historiques sur chacun de ces sites, où en fait il y avait un passage qui était fait sur chaque site, 1 ou 2 passages par année, ça dépendait, et il y a eu des modèles d'occupancy de fait dessus, et qui montraient que selon les espèces, en fait, il fallait faire entre 4 et 11 passages pour arriver à la détecter sur chaque site. Donc par exemple, pour les espèces de pélodides ponctués et de tritons palmés, si je ne me trompe pas, il fallait 4 passages pour être sûr d'avoir ces espèces-là. Et pour le crapaud calamite, c'est ça ? Il fallait 11 passages pour être sûr justement d'arriver à détecter sa présence. Donc là, ça montre aussi qu'avec les méthodes classiques, forcément, il faut qu'il y ait les bonnes conditions, il faut que forcément arriver à un moment où l'espèce elle est facilement visible, etc. Donc il peut y avoir besoin de plusieurs passages. Là, on est uniquement effectivement en présence-absence. Donc ça dépend aussi de l'information que vous voulez avoir sur votre étude. Après, ça peut être aussi, là je ne sais pas du tout quelles espèces je peux avoir sur ma mare, je vais faire un premier passage par ADNE et si j'ai des espèces intéressantes, je vais y retourner pour voir la taille de mes pop, s'il y a reproduction ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et est-ce qu'on peut faire plusieurs passages, comme ça on multiplie les chances d'avoir toutes les espèces, ensuite de faire le multiplexage là, pour tout mettre en même temps en fait, en tout cas, donc de faire 3 prélèvements différents. 3 ou plus pour être sûr d'avoir les précoces, les tardives, et de garder ça, et après de faire... Parce que le problème, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que justement le fait de rassembler les 3 prélèvements, les espèces qui sont présentes en faible densité, elles vont passer à la trappe. C'est-à-dire que là, on va mélanger du coup des ADN de 3 échantillons différents et potentiellement, s'il y a un ADN qui est présent en faible densité sur un prélèvement, il ne va pas être amplifié parce qu'il va être noyé par les autres. Alors, je crois avec votre
parce que vous parliez d'une nouvelle méthode de filtration. Oui. Par filtration, normalement, on est censé récupérer l'ensemble de l'ADN, qui est un passage ou 3 passages. Par filtration, on ne va pas récupérer l'ensemble de l'ADN de Samar, on est d'accord. On va récupérer des prélèvements qui ont été faits, qu'il n'y en ait eu qu'un ou plusieurs. Parce qu'après, on peut aussi peut-être simplement diminuer le nombre de prélèvements sur certains secteurs. Au lieu d'en faire 20, on en fait 10, ou on les cible encore mieux, en y passant un peu plus de temps, et on passe à 2-3 périodes de l'année, par exemple. Parce que le fait de passer à plusieurs périodes de l'année, pour moi, ça veut dire 3 analyses aussi. Après, je ne sais pas exactement si... Sauf si on les mélange. Il me semble qu'il y a des tests qui ont déjà été faits pour les poissons, où justement on avait 3 échantillons différents et on a fait des tests où en gros ces 3 échantillons-là étaient passés séparément et en plus il y avait un mélange de 3 qui étaient passés en même temps pour voir si on obtenait dans l'échantillon mix toutes les espèces qu'on avait dans les 3 échantillons. Et ce n'était pas le cas. Et du coup, alors après, on n'a pas fait, voilà, c'était sur une étude, on n'a pas fait non plus une recherche très poussée par rapport à ça, mais le retour qu'on a eu, c'est qu'effectivement, il y a des espèces qui sautent systématiquement quand on multiplexe. Donc, c'est pas vraiment du multiplex, c'est qu'on mélange les ADN avant de les passer au séquençage. C'est-à-dire que chaque prélèvement, s'il y a 3 prélèvements qui sont faits à des moments différents, on va avoir 3 échantillons différents. Et ces prélèvements-là, on va être obligé d'extraire l'ADN pour chacun d'eux. Et ensuite, on peut essayer de les mixer, ces ADN-là, et de faire une amplification pour les 3. Et c'est donc l'étude dont je vous parle, c'est ça qui avait été fait. C'est qu'il y avait 3 extraits ADN qui étaient passés séparément les uns des autres, amplifiés séparément les uns des autres, puis séquencés séparément les uns des autres. Et ces 3-là avaient aussi été associés juste après l'étape d'extraction d'ADN pour faire une amplification pour les 3 en même temps et un séquençage des 3 en même temps. Et c'est là où on avait du coup moins d'espèces que les 3 réunis du coup. Et pareil, si on veut se dire, dans ce cas-là, je vais faire des prélèvements à des moments différents, et je vais garder l'eau et je vais la passer à travers le filtre, du coup, une fois que j'aurai fait mes 3 prélèvements, ça ne marche pas non plus parce que du coup, l'ADN il va se dégrader entre-temps et on ne pourra pas avoir un prélèvement qui contient 3 périodes différentes. Même s'il est congelé. Parce que la phase de congélation, décongélation, si l'ADN il n'est pas fixé préalable par l'éthanol, en fait, les brins d'ADN ils vont avoir tendance à se casser. Et du coup, en tout petits morceaux, et du coup, on n'arrivera pas du coup, à les amplifier après. Donc, la congélation. En fait, on est obligé de faire vraiment l'étape de prélèvement en une fois, ou alors ça veut dire qu'on a plusieurs échantillons à extraire après. Donc pour passer au niveau des avantages et des limites de la méthode, si vous n'avez pas d'autres questions sur l'approche multispécifique. Donc au niveau des avantages, c'est qu'on va avoir du coup une bonne détectabilité des espèces. Donc là, dans le cas des espèces d'amphibiens, les détectabilités elles vont être différentes forcément selon les groupes taxonomiques étudiés. Là, on sait qu'on a des bonnes détectabilités pour les espèces d'amphibiens, de poissons et certaines espèces de mammifères aquatiques. Après, on a fait par exemple des tests sur les odonates avec Marie-France Lekia notamment, où là c'est un peu plus aléatoire au niveau des détections. Mais parce que clairement, on pense que c'est qu'il n'y a pas assez d'ADN qui est peut-être relâché dès le départ et du coup c'est vraiment aléatoire pour arriver à avoir cet ADN-là. Mais comme on disait, il n'y a pas de mucus. Et ensuite, on est quand même dans des lacs de montagne, donc il n'y a pas non plus une densité d'espèces vraiment énorme. On a fait des tests aussi avec l'OPI notamment et avec une association qui s'appelle Odonates justement pour les odonates et les résultats étaient assez similaires. Enfin, c'était pas non plus que sur des milieux de plaine, que ce soit sur des mares ou sur des étangs un peu plus grands. Donc sur les mares, on va dire que c'est les conditions les moins limitantes. Et en fait, le but là, c'était de faire des prélèvements à différents moments de l'année et de voir justement les cortèges d'espèces qu'on arrivait à avoir en fonction des périodes. Et c'était assez aléatoire d'un mois sur l'autre, les espèces qu'on pouvait trouver. Donc autant on pouvait s'attendre à ce que les odonates, vu que les larves vont être tout le temps dans l'eau, on va quand même les détecter assez régulièrement tout au long de la saison. Mais en fait, non, pas spécialement. Et donc quand on prenait toutes ces données ensemble sur toute la saison, on avait quand même une bonne idée des espèces qui étaient présentes. Ça correspondait aux inventaires qui avaient été faits classiques en parallèle. Mais si ça implique de faire un prélèvement par mois, donc après comme la base de référence est toute neuve aussi, ça sera à vérifier pour voir s'il peut y avoir un problème là-dessus.
Parce que oui, du coup, les bases de référence sont super importantes. S'il y a un problème dans la base de référence, forcément, il y aura un problème dans les résultats aussi. Donc ça, c'est une étape très importante. Donc du coup, il y a une facilité de mise en œuvre sur le terrain. Donc là, je vais vous expliquer après plus en détail l'échantillonnage, le nouvel échantillonnage, comment ça se passe. Ça permet d'avoir un gain de temps et une diminution des coûts d'inventaire. Il n'y a pas d'introduction de pathogènes ou d'espèces exotiques envahissantes, alors notamment parce que pour les milieux stagnants, on demande systématiquement à ce qu'on ne rentre pas dans l'eau pour faire les prélèvements. Tout simplement parce que soi-même, on peut être un contaminant pour le prélèvement qu'on va faire. Si on fait plusieurs sites dans la journée, on va dans un site, on met les pieds dans l'eau, on va sur l'autre site, on remet ses bottes dans l'eau, et du coup, on peut apporter de l'ADN d'un site vers l'autre. Surtout si on fait les prélèvements devant ses pieds. Donc du coup, à éviter au maximum pour éviter les contaminations possibles par l'ADN. Donc du coup, c'est non invasif sur le milieu, vu qu'on n'a pas à toucher directement les espèces, et ça peut être un outil de veille environnementale, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir de préconnaissance du coup sur la faune qui est sur le milieu pour donner les espèces qu'il y a. Au niveau des limites, donc on va effectivement être vraiment dans une méthode de présence-absence. On ne va pas avoir de possibilité d'estimation de la taille des populations. Alors je vous ai mis quand même un petit article qui vient tout juste de sortir pour faire justement de la génétique des populations, enfin du génotypage à partir d'ADN environnemental dans le milieu marin. Et dans cet article-là, alors je l'ai eu qu'hier, donc je n'ai pas pu l'éplucher en détail, mais apparemment ils arrivent à estimer une taille de population justement des requins. Donc ça pourrait être prometteur pour savoir comment estimer une taille des populations un peu plus tard. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas estimer la taille de population à partir justement des prélèvements qu'on fait. On n'a pas non plus d'informations sur la taille sur les individus en eux-mêmes, leur taille, leur âge, leur sexe, stade de développement, etc. Et on ne peut pas différencier des espèces hybrides parce qu'on va travailler sur de l'ADN qui est mitochondrial et donc qui est hérité de la mère. Donc voilà, ça c'est les principales limites. Et puis du coup, on parlait des bases de référence. Effectivement, si les bases de référence ne sont pas complètes, ça peut être une grosse limite aussi. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? C'était juste pour vérifier si j'avais bien compris. Là c'est sur de l'ADN mitochondrial. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on ne puisse pas différencier les hybrides. C'est parce qu'on travaille sur l'ADN mitochondrial. Et on travaille sur l'ADN mitochondrial parce que c'est lui qui est le plus présent en fait et qui est le plus relâché par les organismes. Parce qu'il y a beaucoup plus de mitochondries que d'ADN, que de noyaux d'ADN nucléaire du coup. Ok, donc là on va passer sur la partie comment ça se passe si vous voulez faire par exemple un projet. En passant par un prestataire privé, comment ça marche tout simplement. Donc très rapidement, juste pour expliquer ce que c'est SpyGen. Donc SpyGen, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude de l'ADN environnemental. On est un laboratoire indépendant pour faire des expertises scientifiques et de la recherche appliquée. Donc on a à la fois l'aspect routine pour les choses qui marchent bien et l'aspect développement pour travailler sur de nouvelles matrices, sur de nouveaux groupes taxonomiques, etc. Et donc qui est spécialisé dans le suivi de la biodiversité par l'ADN environnemental. Donc on a été créé en janvier 2011. Donc on est très fortement lié au laboratoire d'écologie alpine, puisque les deux créateurs, les deux fondateurs de SpyGen, Tony Desjean et Alice Valentini, ce sont deux personnes qui ont fait leur thèse justement dans ce laboratoire de recherche-là. Et ce laboratoire, c'est un laboratoire qui est précurseur dans tout ce qui est étude de l'ADN ancien et justement de l'ADN dégradé. Alors, ça c'est notre mode de fonctionnement depuis cette année. Donc en fait, cette année, on a créé un réseau de partenaires pour l'utilisation de l'ADN environnemental. Donc l'ADN environnemental dans le sens faire des prélèvements d'eau dans les milieux stagnants, les milieux courants. Donc le but de la création de ce réseau-là, c'est qu'en fait, nous, on va être amenés à faire les analyses en laboratoire, mais on ne contrôle pas du tout la partie terrain et la partie aussi interprétation des résultats. Et qui sont deux choses qui sont super importantes au final. On ne fait pas la partie terrain tout simplement parce que voilà, nous on est spécialisé dans la partie laboratoire, on n'est pas non plus écologue et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie terrain c'est important d'être écologue pour savoir où faire les prélèvements en fonction des espèces qu'on a, etc. Et du coup, on a créé ce réseau-là de façon à former les personnes qui, elles, ont les connaissances écologiques pour pouvoir faire ce travail de terrain et pour pouvoir faire ce travail d'interprétation des résultats.
Et du coup, il a été ouvert cette année à des bureaux d'études. Donc là, le réseau, il a été développé avec le soutien en fait, c'est nos partenaires, on va dire, avec qui on travaille depuis un bon petit moment maintenant, le LECA, l'ONEMA, IRSTEA, l'ONCFS, le CEF. Il y a aussi entreprises privées avec EDF et le groupe EcoCert pour les normes. Et cette année, il était ouvert à des bureaux d'études uniquement. Alors uniquement parce que, voilà, comme c'est la première année de mise en place, on voulait déjà voir ce que ça pouvait donner justement avec certaines structures. Donc là, il y a 21 bureaux d'études, 22, je crois qu'il y en a un qui est en cours, 21 bureaux d'études qui font partie de ce réseau à l'heure actuelle. Et du coup, il y a eu 63 personnes qui ont été formées en 2016 pour justement, quand je parle de formation, c'est expliquer, c'est en partie ce que je fais là aussi, expliquer ce qu'est l'ADN environnemental, comment ça fonctionne, comment on va aller sur le terrain pour prélever, comment nous on fait les analyses pour être bien conscient de justement des précautions qui sont prises en laboratoire et reproduire les mêmes aussi sur le terrain, et comment interpréter les résultats. Et du coup, le but, c'est qu'on puisse élargir ce réseau l'année prochaine à tout autre type de partenaires, des associations, des parcs, voilà, toute personne qui sera amenée à utiliser l'ADN environnemental. Et donc, une fois que les structures font partie de ce réseau-là, qu'elles ont été formées, après, au niveau d'un projet, ça va être assez classique, du moins dans le départ. C'est-à-dire qu'il va y avoir une demande d'information qui va nous être faite, donc en fonction de la demande qui peut être faite. Soit on ne peut pas faire parce que voilà, c'est pas dans. Si on nous demande de faire justement les odonates, par exemple, les odonates, ça peut être dans un projet de recherche, mais pas en routine parce que voilà, on sait que ça n'a pas été validé, il y a encore des choses à creuser, etc. Si la demande d'information, elle est par exemple sur détection des amphibiens sur des milieux stagnants, détection des poissons en milieu courant, ça c'est des choses qu'on fait, donc on peut répondre et dans ce cas-là, il va y avoir un devis qui va être émis. Donc bien sûr, il y a toute une discussion qui est faite pour on va dire le design d'échantillonnage aussi pour savoir combien de kits utiliser en fonction des sites, etc. Après, il y a le devis signé qui nous est retourné. Tout ce que j'ai entouré en rouge, en fait, c'est ce que nous, on ne fait pas et ce que nous, on attend aussi. Donc, le devis signé, c'est qu'on attend le devis signé avant d'envoyer des kits d'échantillonnage. Donc, les kits d'échantillonnage, c'est nous qui les préparons, à la fois pour milieu stagnant ou milieu courant. On les envoie. Ensuite, il y a l'échantillonnage qui est fait, du coup, par notre partenaire, en sachant qu'il a été formé auparavant. Ça, c'est très important. Donc, l'échantillonnage, comment ça se passe ? Je peux enfin répondre à la première question qui m'a été posée. Donc là, c'est le protocole d'échantillonnage, effectivement, qui est utilisé vraiment à l'heure actuelle. Donc la base, ça reste la même. C'est-à-dire que on est toujours conscient que, dans tous les cas, dans un milieu stagnant, l'ADN, il va être là où les espèces sont présentes. Donc si on reste cantonné à un seul endroit de notre mare, on ne va pas pouvoir avoir tout l'ADN des espèces qui sont présentes. Donc il faut faire le tour de sa mare et faire les 20 prélèvements au niveau d'habitats qui sont favorables à notre ou à nos espèces, dans le cas d'un groupe taxonomique par exemple. Donc les 20 points d'échantillonnage sont faits toujours de la même façon. On mélange la colonne d'eau. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on mélange la colonne d'eau, il faut faire attention à ne pas mélanger le fond et à ce que toutes les matières organiques elles se remettent en suspension. Parce que ça, c'est pas bon d'un côté pour le filtre, parce qu'il va y avoir une petite capsule de filtration après. Ça va colmater le filtre. Et aussi, ça joue le rôle d'inhibiteur ensuite en laboratoire. Donc à éviter la mise en suspension de sédiments ou de matières organiques, de feuilles, enfin voilà. Donc on agite. Toujours, on revide une première fois la louche, c'est chose toute bête, mais parce que quand on agite, la louche elle se remplit une première fois, c'est pas forcément l'homogéniser. Donc on vide une première fois, on reprend l'eau qui a été vraiment homogénisée, on met dans un sachet. Donc là, j'ai toujours pas de photo du sachet, mais bon, c'est un sachet, un sachet plastique qui permet de faire du coup, il va y avoir 2 litres à la d'eau prélevée, donc il va permettre de prélever 2 litres tout autour du site étudié. Donc une fois que les 20 prélèvements sont faits, on a notre sachet avec nos 2 litres d'eau à l'intérieur. Et ces 2 litres-là, on va tous les faire passer à travers la capsule de filtration. Donc là, il n'y a pas de sous-échantillonnage, enfin on a le sous-échantillonnage de la mare, mais ensuite on n'a pas un sous-échantillonnage à partir de ce qu'on a prélevé dans la mare. Donc les 2 litres, ils vont passer à travers la capsule de filtration qui est ici. Alors en fait, c'est une capsule qui a à l'intérieur une membrane. Et en fait, on passe l'eau avec une seringue, donc c'est une seringue de 100 ml, donc en gros, il faut reproduire ça 20 fois. On fait passer l'eau elle passe à travers et l'ADN, lui, va être retenu sur la membrane à l'intérieur de la capsule de filtration.
Et donc là, effectivement, s'il y a la matière organique aussi, elle va être retenue sur la membrane dans la capsule. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de mettre trop de matière organique. Donc une fois que toute l'eau est passée à travers la capsule de filtration, on vide la capsule de son eau, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, et on va rajouter ensuite un tampon de conservation qui va permettre justement de conserver, hein, comme son nom l'indique, l'ADN jusqu'à son analyse. La dernière étape, ça va être d'agiter la capsule, parce que justement l'ADN qui a pu s'accrocher sur la membrane, en plus comme il y avait une forte pression en mettant l'eau avec une seringue, on le décroche de la membrane pour qu'il se mette bien dans le tampon et qu'il soit bien conservé. Ensuite, il y a tout un système aussi d'étiquetage où en fait on a une étiquette par échantillon et où le partenaire il doit noter de son côté, bon tel échantillon, donc ça, ils ont un numéro en fait chaque échantillon, donc échantillon numéro tant, ça correspond à tel site, tout simplement pour s'y retrouver après, parce que nous on va travailler uniquement à partir des numéros qu'on va avoir sur nos kits d'échantillonnage, et du coup après c'est au partenaire, une fois qu'on rend les résultats, à faire le lien entre le numéro et le site qui a été prélevé. Donc voilà, une fois qu'effectivement il y a le tampon qui a été mis, l'étiquette qui a été mise, la capsule elle est dans une boîte en fait au départ, donc elle est remise dans sa boîte, ce qui permet aussi qu'elle soit à l'abri des UV. Et il faut juste qu'elle soit à l'abri des trop fortes variations de température, donc pas besoin de mettre au frigo, hein, température ambiante, mais éviter de trop grosses variations. Et à l'abri des UV, mais dans sa boîte. Et puis après elle peut nous être retournée pour analyse. Donc ça c'est la partie milieu stagnant. On peut travailler aussi dans les milieux aquatiques courants, donc pour des poissons justement. Et là, le protocole il va être différent, tout simplement parce qu'on va être dans un milieu qui est totalement différent. Là, on va avoir du courant qui va justement amener l'ADN jusqu'à nous. Donc là, en fait, le courant, il va faire le rôle d'homogénéisation en fait, de notre ADN. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir besoin de se déplacer autour du site, vu que l'ADN, il va arriver directement à nous par le courant. Donc le but, c'est de se mettre en aval de la station qu'on échantillonne, justement pour récupérer l'ADN qui est tout à l'amont. Et on va filtrer, donc il y a plusieurs types de filtration, plusieurs outils on va dire. On peut avoir un style perceuse, donc c'est celui-là, où en fait c'est vraiment exactement une perceuse, mis à part que l'embout, c'est pas l'embout perceuse, c'est l'embout tête de pompe. Et en fait, il y a un tuyau donc, qui relie ce tuyau-là, il va dans l'eau, il pompe l'eau et ensuite l'eau passe à travers la capsule de filtration. Donc pendant 30 minutes, c'est à peu près 1 litre par minute, donc ça fait à peu près 30 litres d'eau de filtrée. Et là, on est en train de mettre en place, on est en train de développer le petit bateau que vous voyez à côté, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas forcément très pratique avec la perceuse, puisqu'il faut la tenir pendant 30 minutes. Et le bateau, lui, une fois qu'on le met, soit on l'ancre, soit on le descend à partir d'un pont avec une corde. C'est le cas sur la photo là, il y a une petite corde qui le tient par le haut. Et il fait sa filtration pendant 30 minutes tout seul. Et après, c'est le même principe, donc on reste sur les mêmes capsules de filtration. Hein. Donc une fois que le prélèvement est fini, on vide la capsule, on met du tampon de conservation dedans, on agite, et puis c'est bon, ça peut être retourné en laboratoire pour analyse. Donc là, dans ces cas-là, je vous ai dit, donc faut bien se mettre en aval du coup la station échantillonnée, de façon à ce que ça soit représentatif de ce qu'il y a en amont, et de se mettre dans la veine d'eau et de préférence après un petit radier par exemple qui a pu homogénéiser l'eau et du coup l'ADN, de façon à ce que ça soit bien homogène quand on va prélever l'eau. Parce que si on se met dans une mouille par exemple, c'est vrai que l'eau c'est pas très homogène alors qu'après un radier ça l'est beaucoup plus. Ce qu'on filtre, c'est que les films qui sont dans l'eau, on n'a pas fait précipiter l'ADN avant de faire la filtration. Non, on ne fait pas précipiter l'ADN. Là, c'est vraiment directement... Toutes les petites particules. Oui. Et là, c'est surtout les cellules, du coup, qui vont être... les cellules elles-mêmes qui vont être retenues sur la membrane. Et ce que vous appelez tampon, c'est une solution tampon ou c'est un tampon c'est du liquide. Oui, c'est une solution de tampon. Et pour les cours d'eau temporaires, ça simule plus à de l'eau stagnante? Ouais. Ouais, on a eu le cas là, avec un partenaire qui avait des plats lentilles. Et du coup, au final, il a fait il y a le cas plat lentique et il y a le cas cours d'eau temporaire, pardon. Parce qu'il y a le cas cours d'eau temporaire où au final, ça faisait comme des étangs au final. Et donc avec un kit, c'est ce qu'on appelle le kit louche, c'est le kit précédent. Avec le kit louche, ça marche de la même façon. Et après, on a le cas aussi où il y a des cours d'eau qui vont être très stagnants. Je pense par exemple, on a fait une grosse manip sur le Rhône où on a fait
un peu plus de 100 prélèvements tout au long du Rhône pour essayer de voir justement les différences de poissons au fur et à mesure entre la frontière entre la France et la Suisse et la Méditerranée. Et il y a des endroits, quand on est juste en amont de barrages, du coup c'est super stagnant. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on fait des transects. Parce que là, quand c'est stagnant, ça s'apparente au milieu aquatique stagnant, ça veut dire que l'ADN il va être présent là où les espèces sont présentes. Donc pour optimiser la détectabilité de cet ADN-là, le mieux c'est de faire des transects pour aller le chercher là où il est, tout simplement. Ok, donc une fois que l'échantillonnage il est fait, les échantillons nous sont retournés dans notre labo, Spygen. Donc là, pareil, c'est mis en rouge parce qu'en principe, on se charge de l'envoi et c'est notre partenaire qui se charge de faire lui-même le retour avec le transporteur qu'il souhaite. Et une fois que nous, on reçoit les échantillons, on va faire les analyses. Donc les analyses, donc je sais qu'il y a des labos qui ont été présentés dans la diapo précédente, dans la présentation précédente, on va rester sur le même type de labo dans le sens où il faut faire attention avec de l'ADN dégradé à avoir des salles qui sont des salles qui sont séparées pour faire les extractions, les amplifications. Donc là, c'est poussé au maximum, on va dire, parce qu'il y a 3 blocs différents. Donc on va avoir un bloc pour l'ADN rare, un bloc pour l'ADN classique et un bloc pour l'ADN amplifié. Alors, au sein de l'ADN rare, on va avoir 3 salles différentes avec un sas d'entrée où, pareil, il va falloir s'habiller entièrement, c'est-à-dire avec les surchaussures, la combinaison, les gants, la charlotte, le masque, la totale. Ça, on est d'accord que c'est pas du tout une protection pour soi-même, c'est une protection pour éviter de ramener de l'ADN vers l'intérieur des labos. Donc du coup, c'est passage obligatoire avec des tenues qui sont changées du coup tous les jours. Donc là, dans ce bloc ADN rare, on y accède par le sas, on s'habille et ensuite on peut accéder à 3 salles différentes. Alors il y a cette salle-là qui correspond à la salle qu'on appelle 0 ADN. C'est la salle où on va faire les kits d'échantillonnage. Quand je dis 0 ADN, c'est pas qu'il n'y a aucun ADN, mais il n'y a pas d'ADN d'échantillons qui sont allés sur le terrain. Donc c'est là où on va faire vraiment les kits, ce que j'appelle les kits louches pour les milieux stagnants, les kits avec les tuyaux pour les milieux courants, c'est là que c'est fait. Après, les 2 autres salles qu'on a, c'est des salles où on va faire les extractions d'ADN. C'est-à-dire que là, dans ces salles-là, il y a les échantillons qui vont revenir à l'intérieur. Donc les échantillons qui sont allés sur le terrain. Là, on a la salle d'extraction à partir de fesses et à partir de miel. Parce que là, j'ai centré ma présentation sur les milieux aquatiques, mais on peut travailler aussi sur les fesses, alors en moindre mesure, mais sur l'identification d'espèces à partir de fesses et sur des études de régime alimentaire aussi à partir de fesses. Et pareil, on peut travailler aussi sur le miel. Et du coup, on a séparé en 2 salles différentes les études qui sont menées, les extractions qui sont menées sur les fesses et sur le miel, et de l'autre côté, les extractions faites sur l'eau. Parce qu'en fait, quand on est sur de l'eau, l'ADN il est encore plus rare, encore plus dégradé que quand on est sur des fesses. Donc c'est pour éviter qu'il y ait contamination entre ces 2 types de matrices. Donc là, c'est les extractions et les préparations pour les amplifications qui sont faites là. Donc ce n'est pas l'amplification, juste la préparation des plaques avant amplification. On a ensuite le bloc 2 qui est le bloc donc, ADN classique, où là, c'est là où vont être faits. Donc c'est celui qui s'apparente le plus à un laboratoire de biomol classique, c'est-à-dire qu'on peut travailler à partir de tissus dans cette salle-là. Et on travaille à partir de tissus, notamment pour constituer les bases de référence. Donc quand je vous disais qu'on a travaillé notamment avec le CEF pour élaborer la base de ref amphibien, c'est-à-dire qu'ils nous ont récupéré tout plein de tissus sur des espèces différentes, qu'ensuite en labo on a extrait l'ADN de ces tissus-là et on les a après séquencés. Donc l'extraction, elle s'est faite dans cette salle-là d'ADN classique. Et c'est là aussi où nous on rajoute nos standards, c'est-à-dire que je vous parlais de contrôle positif tout à l'heure sur les plaques qPCR pour être sûr que s'il n'y a aucun échantillon où si sur tous les échantillons, il n'y a pas d'amplification sur une plaque, être sûr que ce n'est pas un problème de la qPCR qui s'est mal déroulé. Et ben, du coup, on va rajouter ces standards qui correspondent en fait à de l'ADN extrait à partir de tissus dans cette pièce-là. Bien entendu, pour éviter qu'il y ait des contaminations sur notre plaque, la plaque elle est bien hermétiquement fermée sur toute la partie des échantillons, parce que sinon on peut contaminer avec notre ADN de tissu. Voilà, donc ça, il faut bien faire attention. Donc ça peut être ajouté là. Et ensuite, on passe dans le bloc 3 ADN amplifié, où là, c'est là où il va y avoir le plus d'ADN forcément, vu que c'est là où va se passer l'amplification. C'est là où aussi on fait les purifications avant d'envoyer au séquençage, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas le séquençage nous-mêmes, on a un prestataire du coup de séquençage nouvelle génération,
qui nous renvoie en fait les résultats du séquençage pour que nous on fasse les analyses bioinformatiques. Donc pour finir sur les labos, donc, il y a un sens du coup de passage dans ces laboratoires-là, c'est-à-dire que si on est déjà allé dans la journée dans la salle ADN amplifié, eh ben, on ne va pas pouvoir retourner dans l'ADN classique ou dans l'ADN rare. Donc le sens c'est on passe en ADN rare, ensuite on va en ADN classique et ensuite on va en ADN amplifié. Et pas du tout, enfin on ne peut pas faire l'inverse. Et il y a même un sens au sein des salles ADN rares, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la salle pour préparer des kits et ensuite aller dans la salle pour aller faire les extractions d'eau puis extraction de fesses, mais on ne fait pas du tout l'inverse parce que sinon on va ramener de l'ADN du coup dans les différentes salles. Donc voilà, ça c'est une contrainte labo, on va dire, qu'il faut respecter et qui est super importante parce que sinon ça peut entraîner des contaminations en laboratoire. Au niveau des contaminations aussi, ce qui est important de faire, c'est qu'à chaque série d'extraction, à chaque série d'amplification, il y a des contrôles négatifs qui sont faits en parallèle, qui subissent exactement les mêmes traitements que les échantillons, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas des consommables, par exemple, qui sont contaminés, des réactifs qui sont contaminés lors de l'amplification. Donc ça, c'est systématiquement fait. Puis là, pour les labos, il y a des pressions différentielles aussi. Pour les pressions différentielles, en fait, c'est que pour la salle ADN amplifiée, par exemple, vu qu'il y a beaucoup d'ADN à l'intérieur, le but, c'est que l'ADN ne sorte pas. Donc l'air peut rentrer, mais il ne va pas sortir. Et inversement, pour l'ADN rare, l'air peut sortir, mais on veut qu'il n'y ait rien qui rentre dans ces salles-là, donc ça ne peut pas rentrer. Voilà. Et en contrôle négatif, vous les séquencez vos contrôles négatifs Oui. Systématiquement. On les passe, alors, selon les méthodes, hein, si c'est l'approche spécifique, on les passe en qPCR, et si c'est approche multispécifique, ça part en séquençage forcément. Ok, donc ça, je vais peut-être pas revenir dessus, hein, parce que les analyses, on l'a vu tout à l'heure, donc selon effectivement l'approche qui est choisie, soit l'approche spécifique, soit l'approche multispécifique, on va avoir des étapes qui vont être un petit peu différentes, donc c'est tout ce qui va se réaliser du coup en laboratoire. Et une fois que les analyses sont finies, on va rendre les résultats. Donc les résultats qu'on rend, quand c'est vraiment des prestations sur des choses qui marchent bien, quand il n'y a pas de contrat quand c'est pas de la recherche, etc., ça va être assez succinct, on va dire, le rapport. C'est-à-dire qu'on va juste expliquer comment on a fait en laboratoire, les différentes étapes. Et ensuite, on va donner les résultats directement sous forme de tableau. Donc, par exemple, pour l'approche barcoding ADNE, donc l'approche spécifique, on va avoir un tableau qui va dire, selon l'espèce recherchée, est-ce que oui ou non on a trouvé l'ADN de cette espèce-là. Donc, dans l'exemple du triton crété, est-ce qu'on avait l'ADN de triton crété dans l'échantillon ou pas. Et on va avoir un nombre de réplicats positifs. Alors ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais lors de l'amplification, systématiquement, comme on travaille sur l'ADN qui est rare, qui est dégradé, on fait systématiquement 12 réplicas par échantillon. Donc ça, c'est important parce que du coup, il y a des tests qui ont été faits pour voir quand c'était optimum. C'est aussi une optimisation entre forcément les coûts et la détectabilité des espèces. Et du coup, on est resté à 12 réplicas par échantillon. Donc, on peut avoir la réponse de savoir s'il y avait un réplica positif ou 12 réplicas positifs. Par contre, s'il n'y a pas du tout d'ADN de l'espèce recherchée, forcément, il y aura 0 réplica positif. Et pour l'approche multispécifique, donc on va avoir un tableau avec une liste du coup des espèces qui sont détectées et toujours cette approche aussi avec le nombre de réplicas positifs. Et ce qu'il y a en plus, c'est le pourcentage de séquences ADN. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au final, après le séquençage, on va avoir un nombre de séquences ADN par espèce qu'on rapporte sous forme de pourcentage. Donc là, par exemple, on a 22% pour l'Isotriton helveticus, 30% pour Triturus cristatus, et 24% pour Annette dalmatina, qui paraissent peut-être être les plus présentes sur le site. Quand je dis peut-être, c'est que c'est toujours à prendre avec des pincettes ce genre d'informations-là, tout simplement parce qu'il suffit que ce soit la période de reproduction d'une espèce et pas des autres, et du coup il y a énormément de gamètes, énormément d'ADN, et du coup on va forcément retrouver plus d'ADN de cette espèce-là que les autres. Enfin, là, c'est aussi important du coup d'avoir le point de vue écologue pour analyser ces résultats et savoir comment interpréter justement ces pourcentages de séquences. La base de référence, donc qui est rentrée dans SpatialGen, elle a quoi comme statut? Elle est privée, elle est publique? Alors, normalement, elle doit être publique dans le sens où ça a été publié. Donc, la base de référence, elle est présente normalement dans les documents supplémentaires en plus de l'article. C'est l'article que je vous ai montré tout à l'heure pour les amphibiens.
que c'est le pourcentage de séquence ADN? C'est justement, en fait, à la fin du séquençage, de la partie séquençage, on va avoir des séquences qui se répètent, qui correspondent à une espèce. Et on a par exemple 10 000 séquences d'une espèce, 100 000 séquences d'une autre, et on le rapporte sous forme de proportion. Alors on rapporte sous forme de proportion tout simplement parce que quand on mettait le nombre de séquences directement, on avait souvent une interprétation du nombre de séquences et essayer de comparer entre échantillons, alors qu'on ne peut pas vraiment comparer entre échantillons étant donné qu'il n'y a pas le même nombre de séquences totales par échantillon, et ça c'est des biais méthodologiques, hein, c'est tout simplement l'amplification du séquençage, etc. Et c'est pour ça que là maintenant on le rapporte à un pourcentage dans l'échantillon. Qu'est-ce que ça apporte comme information? Ça peut donner, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le Lissotriton helveticus, Rana dalmatina, Triturus cristatus, qui ont plus de 20%. Peut-être, enfin remarquez, il y a 17% pour Elarborea, mais on va faire dans le sens inverse. Pelophylax avec 3% et Ichthyosaura alpestris avec 2%. On peut se dire que ces espèces-là sont peut-être moins présentes que les autres. Vu qu'il y a moins d'ADN, mais c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est à prendre avec des pincettes, il faut regarder vraiment ça avec un œil d'écologue, savoir si c'était la période de reproduction pour, par exemple, le triton crêté et pas pour les espèces de grenouilles vertes. C'est peut-être pour ça que du coup il y a beaucoup d'ADN qui a été retrouvé pour le triton crêté et du coup moins pour les grenouilles vertes. L'interprétation au jour d'aujourd'hui en quantitatif, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis même au niveau de l'échantillonnage. Oui, tout à fait. Oui, il suffit d'échantillonner pile un endroit où il y a plein d'ADN d'une espèce. Tout à fait. Donc c'est à titre informatif, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes si on veut interpréter après tout ça. Et oui, du coup, la base de référence, elle est mise, parce qu'il y a du coup les deux bases de référence SpyGen et GenBank. On passe systématiquement les deux bases de référence, puisque SpyGen, là dans l'exemple des amphibiens, on a les amphibiens de France, mais il suffit que, dans le risque des invasions biologiques, par exemple, c'est intéressant de pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres espèces qui arrivent à un moment donné, et du coup, on ne l'aura pas forcément, nous, dans notre base de référence. Bon, elle ne sera pas forcément dans la base de référence GenBank non plus, mais ça, malheureusement, cette base de référence-là n'est pas totalement complète, mais ça peut apporter des informations supplémentaires en tout cas. Mais vous, quand vous avez une nouvelle séquence qui sort comme ça, vous avez quand même la tester sur les bases de référence connues? Ou pas du tout? En fait, c'est que ça peut être des séquences... par exemple, on sait qu'on amplifie de l'homme systématiquement, en plus des amphibiens. On a des amorces de blocage pour l'homme, mais on sait qu'on peut amplifier de l'homme. Donc après, toutes les séquences qui ne correspondent pas à des séquences d'amphibiens, on ne les regarde pas parce que ça peut être, en plus, il peut y avoir plein tout simplement d'erreurs lors de l'amplification, lors du séquençage, où il y a des bases qui sont inversées. Ça ne va pas passer de tout à rien. Il y a forcément quelques séquences qui peuvent donner quelque chose derrière. Vous regardez par exemple. Là, les retours que j'ai eus par rapport à ça, c'est que c'était... en fait, c'est super compliqué de devoir tout regarder. Oui, parce qu'il faut le faire manuellement. Ouais, c'est ça. Donc là, clairement, c'est pas fait. Donc on regarde vraiment avec la base de référence SpyGen, après avec la base de référence GenBank, et s'il y a des séquences qui correspondent à aucune des deux, clairement, ça passe à la trappe, du coup. D'où l'importance d'avoir des bases de référence complètes, parce que si la séquence n'est pas dans la base de ref, elle passe à la trappe. Et ça, vous les donnez quand même vous les transmettez, par exemple, moi, si je vous fais faire une analyse, vous allez quand même me transmettre le reste qui n'est pas sorti de votre base de données? Non, on donne uniquement ce résultat-là. On donne pas les... En fait, tout ce qui correspond aux séquences, aux fichiers bruts, au gros de résultats des séquençages, ce qu'on appelle justement les fichiers bruts, ça, c'est nous c'est ce qu'on analyse. On analyse ça, mais on ne le donne pas au client. Le client, partenaire, en principe, on ne le fait pas. Moi, pour la première fois, on ne les a pas demandé. Mais par contre, c'est quoi la raison pour laquelle vous ne les donnez pas si jamais c'est une demande? Après, c'est qu'aussi, nous, quand on a les résultats du séquençage, il y a on fait de la bioinformatique dessus. Donc, du coup, on a un logiciel, je ne sais pas si c'est vraiment un logiciel le bon terme, mais un programme particulier qui s'appelle programme ObiTools. Et du coup, on va appliquer différents stades de filtre, en gros, sur ces séquences brutes. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les séquences brutes ne sont pas données. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas de raison exactement, mais je peux me renseigner. Le nombre de réplicas positifs, rappelez-moi, les réplicas, c'est on fait 12 fois la même analyse avec des morceaux du même échantillon. C'est ça. À partir de l'extrait d'ADN, on va faire 12 fois l'amplification et du coup 12 fois le séquençage. Donc normalement, on devrait trouver 12 fois la même chose. Non,
parce que du coup, comme c'est de l'ADN rare, qui est dégradé, justement, il suffit que quand on pipette dans notre extrait d'ADN pour justement faire l'amplification, il y a une possibilité que les molécules d'ADN qu'on recherche, elles ne soient pas dans cette petite quantité d'extrait d'ADN qu'on prend. Et c'est pour ça, du coup, qu'on le réplique 12 fois. C'est avant ou après amplification qu'on fait En fait, c'est au moment de l'amplification. L'extrait ADN, l'extrait va se faire à partir du prélèvement. Une fois qu'on a l'extrait ADN, on va amplifier 12 fois cet extrait-là et on va séquencer 12 fois, du coup, cet extrait-là. C'est pas clair ? Ok, la dernière partie, c'est du coup, on va avoir des délais, on va avoir un coût pour ces analyses-là. C'est la dernière. Donc le délai, ça va être de 2 mois pour les analyses barcoding, donc en approche spécifique. Quand je dis de 2 mois, là j'ai fait la flèche du coup à partir de retour d'échantillons, parce que le délai commence quand on reçoit les échantillons dans notre laboratoire. Et du coup, on rend les résultats 2 mois maximum après qu'on ait reçu justement les échantillons dans notre laboratoire pour l'approche spécifique, parce que c'est celle du coup qui demande le moins d'étapes. Et pour l'approche multispécifique, il y a 3 mois d'attente. Donc pareil, il y a réception des échantillons dans notre labo jusqu'au rendu des résultats. Pour le coût, alors là c'est les coûts qu'on a pratiqués en 2016, donc c'est possible qu'il y ait des différences aussi par rapport à 2017, mais pour l'approche spécifique, on est à 160 € hors taxe. Et pour l'approche multispécifique, j'ai pris l'exemple des amphibiens parce qu'il y a des prix différents en fonction des groupes taxonomiques. On va être à 356 € hors taxe. En sachant que là, ce prix, il comprend le kit d'échantillonnage et toute l'analyse qui va derrière. C'est le coût pour un échantillon. Pour un site. Oui, mais un site est égal à un kit d'échantillonnage est égal à un échantillon. Enfin, après, ça dépend, parce que si vous avez plusieurs petites mares, mais que l'information que vous voulez avoir, au final, c'est l'ensemble, enfin, ce qui est présent sur l'ensemble des mares, vous pouvez faire un prélèvement pour plusieurs mares si elles sont petites, et que les 20 prélèvements vont bien couvrir toutes vos mares. Ça dépend juste de ce que vous voulez avoir à la fin. Voilà, c'était la dernière diapo.